La fumée, une nappe épaisse et âcre, me serrait la gorge. Elle déformait la lumière vacillante des balises d'urgence, transformant les couloirs familiers du centre commercial Bellevue de Lyon en un labyrinthe cauchemardesque. Ma fille, Sophie, était serrée contre moi, son petit visage enfoui dans mon épaule, ses mains minuscules couvrant sa bouche et son nez comme je lui avais appris. Papa, qu'est-ce qui se peine? Sa voix était étouffée, pleine d'une terreur qui me vrillait les entrailles. Mon cœur battait de la chamade, une symphonie frénétique contre mes côtes. Mais ma voix restait étonnamment calme. C'était ce réflexe, cette froide lucidité qui ressurgissait toujours dans les moments les plus critiques. Il y a un incendie, ma puce, à l'étage. Mais on va s'en sortir, d'accord? On va mettre tout le monde en sécurité. Toi d'abord. Le bâtiment était ma deuxième maison. Chaque conduit d'aération, chaque gaine technique, chaque recoin caché m'était familier, une carte gravée dans ma mémoire. Cette connaissance était devenue mon seul atout, ma seule chance de nous en sortir. Je courais, mes bottes résonnant sourdement sur le sol, les bras de Sophie serrés autour de mon cou. Ses petites jambes s'agitaient, ses cris assourdis par l'épaisse fumée qui nous enveloppait. Mes poumons brûlaient, le goût métallique du danger sur ma langue. Mais il fallait que j'aille plus vite. Pour elle, pour les autres. La veille, le centre commercial Bellevue m'avait offert la plus cruelle des humiliations. Marie, elle, était la cause de tout. Ses rires moqueurs résonnaient encore dans mon crâne, se superposant aux cris lointains qui commençaient à percer le chaos. Ça s'était passé ici, à la maison, le restaurant chic du dernier étage. L'endroit même d'où cette putain de fumée s'échappait maintenant. Drôle de retour de bâton, non? J'étais arrivé là-bas avec une pointe d'espoir, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis, je ne sais plus, des années. Après la mort de Léa, ma femme, j'avais juré de me consacrer entièrement à Sophie. Le monde des rencontres, ça me semblait être un autre univers, une autre vie. Mais Sophie, avec sa logique d'enfant de 7 ans, m'avait un jour demandé pourquoi papa n'avait jamais de rendez-vous comme les gens à la télé. La question m'avait piqué. Alors, pour elle, j'avais tenté l'application de rencontre. Un vieux cliché de moi souriant, datant d'avant que ma vie ne soit réduite en miettes. Marie, elle, avait paru différente dans nos échanges. Intelligente, vive, son humour piquait ma curiosité. Elle avait suggéré la maison. J'avais hésité, le prix d'un repas là-bas équivalait à mes courses de la semaine. Mais elle avait insisté, pour un premier rendez-vous, il faut un endroit sympa. J'aurais dû y voir un signal, quelque chose. Elle posait des questions sur mon travail, mais sans jamais écouter vraiment, ramenant la conversation vers l'argent, les ambitions. Mais la solitude, voyez-vous, a une manière insidieuse de voiler la vue. La veille au soir, il n'y avait pas eu le temps de rentrer me changer. Ma journée de technicien de maintenance au Bellevue se terminait à 18 heures. Le rendez-vous était à 18h30. Alors j'avais fait ce que j'avais pu. Me laver les mains et le visage à l'évier du local technique, passer un coup d'eau sur mes cheveux courts et espérer que peu importe qui était Marie, elle verrait au-delà de l'uniforme l'homme qu'il y avait dessous. J'avais eu tort. Terriblement tort. La maison occupait tout le coin nord-est du dernier étage, avec ses fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur Lyon. Des lustres en cristal pendaient, projetant une lumière douce sur des tables immaculées. Les clients, tous en soie et en laine raffinée, chuchotaient tandis qu'un pianiste jouait un air de fond. Dès que j'avais franchi les portes dorées, j'avais senti le changement d'atmosphère. L'hôtesse, une jeune femme blonde à la perfection clinique, m'avait balayé du regard. Son sourire de façade avait vacillé un instant, la politesse professionnelle luttant contre une confusion flagrante à la vue de ma tenue de travail. « J'ai une réservation », avais-je dit, ma voix égale. Dubois, pour 2. Elle avait consulté sa tablette et quelque chose dans sa posture s'était un peu relâché. Elle s'était probablement dit que je m'étais perdu, égaré des couloirs de service.
Elle m'avait conduit à une table au centre du restaurant et j'avais senti le regard des autres clients sur moi, curieux, désinvolte. Je m'étais assis, patient. Marie était arrivée avec 12 minutes de retard, balayant la pièce dans une robe rouge qui exigeait de l'attention. Belle, oui, de cette beauté des magazines, polie, calculée. Ses yeux m'avaient trouvé et son pas assuré avait légèrement hésité. Elle s'était vite reprise, traversant la pièce avec un sourire inébranlable. Mais mes années d'expérience à lire les gens m'avaient permis de voir l'éclair de déception qui avait traversé son visage avant qu'elle ne puisse le masquer. Julien? Elle avait prononcé mon nom comme une question, comme si elle espérait s'être trompée. C'est moi. Je m'étais levé pour la saluer, un geste de courtoisie que ma mère m'avait inculqué des décennies auparavant. Vous êtes ravissante. Elle s'était assise sans répondre au compliment, ses yeux rivés sur mon uniforme, sur mon badge, sur la petite tache de graisse près de mon col que j'avais manqué en me préparant à la hâte. Je croyais que vous travailliez dans les systèmes du bâtiment, avait-elle dit, avec une dureté que je n'avais pas entendue dans nos messages. C'est le cas. Je m'occupe des systèmes électriques et de ventilation ici, au centre commercial Bellevue. Vous êtes un homme de maintenance. Ce n'était pas une question. J'avais soutenu son regard. Oui, c'est ce que je suis. Le serveur, un jeune homme au mouvement gracieux, était apparu, proposant les menus et de l'eau. Marie l'avait repoussé d'un geste sec de ses doigts manucurés, sans même le regarder. Son attention restait fixée sur moi, son expression passant de la déception à quelque chose de plus dur, presque de la colère. Votre profil disait « opération technique ». C'est le cas. J'opère et j'entretiens des systèmes techniques. Ce n'est pas la même chose. La voix de Marie avait monté d'un cran, attirant des regards des tables voisines. Opération technique, ça sonne comme si vous travailliez en informatique ou en ingénierie. Pas que vous êtes une sorte de concierge. Le calme habituel s'était posé sur moi. Cette immobilité que j'avais apprise à cultiver dans des situations bien plus dangereuses. Je n'ai jamais prétendu être ce que je ne suis pas. Vous m'avez demandé ce que je faisais et je vous l'ai dit. Vous m'avez délibérément induite en erreur. Marie avait repoussé sa chaise, le bruit strident sur le parquet coupant la musique d'ambiance. Vous avez la moindre idée de l'embarras? J'ai dit à mes amis que je rencontrais quelqu'un d'intéressant ce soir. Le restaurant s'était tu. Le pianiste continuait sa mélodie, mais les conversations s'étaient éteintes aux tables alentours. Je sentais le poids de dizaines de regards, le jugement silencieux d'étrangers qui ne voyaient que ce que Marie voulait leur montrer. Une femme trop bien pour un homme de la classe ouvrière qui l'avait, d'une manière ou d'une autre, piégé dans un rendez-vous. Je suis désolé que vous vous sentiez induite en erreur, avais-je dit calmement. Ce n'était pas mon intention. Marie avait ri, un rire sec et cassant, destiné à blesser. Il avait résonné dans le restaurant silencieux. Désolé, vous devriez l'être, regardez-vous. Elle avait désigné mon uniforme, sa voix assez forte pour que tout le monde entende. Vous pensiez vraiment que quelqu'un comme moi s'intéresserait à quelqu'un comme vous? Un agent de maintenance dans cet uniforme? Elle avait attrapé sa pochette sur la table et s'était levée, me toisant avec une expression de dégoût théâtral. C'est honnêtement pathétique, vous, assis là, à penser que vous aviez une chance. Je ne sors pas avec des hommes qui répandent des toilettes pour vivre. Je n'avais rien dit. Il n'y avait rien à dire. J'avais fait face au feu ennemi sans sourciller. J'avais pris des décisions qui avaient coûté des vies et en avaient sauvé d'autres. J'avais enterré ma femme et élevé ma fille seule à travers un chagrin qui menaçait de m'engloutir tout entier. Les mots cruels d'une femme dans un restaurant chic n'avaient pas le pouvoir de me briser, mais ils pouvaient toujours piquer. Marie avait tourné les talons et s'était dirigée vers la sortie, ses talons claquant sur le sol dans un rythme qui semblait faire écho au silence assourdissant de la pièce. Près de la porte, elle avait croisé un homme plus âgé dans un costume gris anthracite coûteux qui entrait. Il était distingué, aux cheveux argentés, avec l'allure de quelqu'un habitué à l'autorité.
Marie l'avait embrassé brièvement sur la joue, avait échangé quelques mots que je n'avais pas entendus, puis avait disparu derrière les portes. L'homme plus âgé l'avait regardé partir, une expression illisible sur son visage avant que l'hôtesse ne le conduise à une table privée à l'arrière. Je suis resté assis un long moment, conscient des chuchotements qui commençaient à circuler, de l'amusement mal dissimulé des étrangers qui avaient assisté à mon humiliation. Un aide-serveur s'était approché, hésitant, pour débarrasser le verre d'eau intact de Marie, évitant mon regard. Finalement, je m'étais levé. J'avais laissé 40 € sur la table, assez pour couvrir un repas que je n'avais jamais commandé, et j'avais marché vers la sortie. Le dos droit, les pas mesurés, l'expression neutre. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir presser le pas. Je ne leur donnerai rien du tout. L'hôtesse m'avait regardé partir, et pendant un bref instant, quelque chose qui aurait pu être de la sympathie avait vacillé dans ses yeux. Dehors, l'air du soir était frais sur mon visage. La ville s'étendait en contrebas, une tapisserie de lumière et de mouvement. Des millions de vies se croisant et divergeant. Des motifs trop complexes à suivre. Quelque part là-dehors, ma fille finissait ses devoirs au centre social de la Croix-Rousse, m'attendant pour que je la récupère. J'avais sorti mon téléphone et regardé l'icône de l'application de rencontre. Mon pouce avait hésité sur l'écran, puis je l'avais supprimé d'une seule pression. J'avais essayé, j'avais espéré, et on m'avait rappelé de la manière la plus cruelle possible que le monde jugeait souvent l'uniforme avant l'homme qui le portait. Mais c'était l'échec du monde, pas le mien. Demain, je retournerai dans ce bâtiment. Je ferai mon travail, je maintiendrai ma dignité. Et ce soir, je rentrerai chez la seule personne dont l'opinion importait vraiment. Sophie m'attendait. Le trajet de retour avait été silencieux, juste moi et mes pensées, et le doux ronronnement du moteur du pick-up. Quand j'avais récupéré Sophie au centre social, elle avait immédiatement senti que quelque chose était différent. Les enfants ont cette capacité à lire les gens qu'ils aiment, une intuition non troublée par les préjugés d'adultes. « Comment s'est passé ton rendez-vous, papa? » avait-elle demandé de son siège réhausseur, me regardant dans le rétroviseur. J'avais réfléchi à ma réponse avec soin. Je ne mentais jamais à ma fille, mais je croyais aussi qu'il fallait la protéger des aspérités du monde tant qu'elle n'était pas prête à les affronter. « Ça n'a pas marché, ma puce. Elle a été méchante avec toi? » La question m'avait frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'avais serré un peu plus le volant. Ce n'était pas la bonne personne pour nous, c'est tout. Sophie était restée silencieuse un instant, traitant l'information avec le sérieux que seuls les enfants de 7 ans peuvent avoir. Puis elle avait hoché la tête comme si elle arrivait à une conclusion importante. « C'est pas grave, papa. On a besoin de personne d'autre de toute façon. On sent l'un l'autre. » J'avais senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une tension que je n'avais pas réalisé que je portais. J'avais croisé les yeux de ma fille dans le rétroviseur et j'avais souri. « Tu as raison, Sophie. On sait. » Plus tard cette nuit-là, après les histoires du soir et les couvertures bien bordées et la douce lueur de la veilleuse projetant des ombres sur le plafond, j'étais assis seul dans la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception des grincements familiers et des bruits de vieils immeubles au repos. J'avais repensé aux mots de Marie, à ses rires, au regard et au jugement qu'il portait. Je pouvais laisser cela me changer. Je pouvais intérioriser la honte, la laisser s'enquister en amertume ou en doute de soi. Je pouvais me réveiller demain en me voyant à travers leurs yeux, ne voyant que l'uniforme et les taches de graisse et le travail que la société jugeait indignes de respect. Ou je pouvais me réveiller demain en étant le même homme que j'avais toujours été. Un père, un travailleur, une personne qui mesurait sa valeur non pas par les opinions d'étrangers, mais par les promesses qu'il tenait et les gens qu'il protégeait. J'avais lavé ma tasse de café, éteint la lumière de la cuisine et je suis allé me coucher. Le choix n'en avait jamais vraiment été un. Le matin était arrivé avec la persistance indifférente de tous les matins,
la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux usés et tombant sur mon visage. À 5h45 exactement, j'étais déjà réveillé. Je l'étais depuis 20 minutes, regardant le plafond et déroulant la journée à venir. L'événement pour enfants au centre commercial Bellevue commençait à 14 heures. Sophie avait préparé sa robe violette préférée la veille au soir, celle avec des petites fleurs blanches le long de l'ourlet que sa mère lui avait acheté pendant les bons mois avant le diagnostic. Je ne lui disais jamais que voir cette robe me serrait parfois le cœur. Certaines choses, une petite de 7 ans n'avait pas besoin de les porter. J'avais effectué ma routine matinale avec une précision mécanique. 50 pompes, 50 abdos, une douche de 4 minutes exactement. À 6h30, j'étais habillé de mon uniforme gris, le nom Dubois brodé en lettres bleues soigné au-dessus de mon cœur. Sophie dormait encore quand j'étais allé la voir. Une petite main repliée sous son menton, ses boucles sombres étalées sur l'oreiller comme une auréole. Je l'avais embrassée doucement sur le front et j'avais laissé une note sur la table de la cuisine, lui rappelant que Madame Durand, notre voisine, l'emmènerait au centre social ce matin et que je la récupérerais à 13h30 pour l'événement. Le trajet jusqu'au Bellevue prenait 18 minutes par temps calme. Je m'étais garé sur le parking des employés derrière le bâtiment et j'étais entré par l'accès de service, passant ma carte magnétique sur la lourde porte métallique. Le bureau de maintenance était au sous-sol, une pièce exiguë remplie d'outils, de pièces de rechange et du bourdonnement constant du cœur mécanique du bâtiment. Pierre était déjà là, penché sur un bloc-notes avec une tasse de café depuis longtemps froide. « Bonjour », avais-je dit en attrapant ma ceinture à outils. Pierre avait levé les yeux et quelque chose dans son expression m'avait noué l'estomac. C'était le regard de quelqu'un qui connaissait un secret qu'il n'était pas sûr de devoir partager. « J'ai entendu dire que tu avais passé une soirée intéressante », avait dit Pierre avec prudence. Je n'avais rien dit. J'avais bouclé ma ceinture à outils et vérifié les ordres de travail épinglés au tableau. « Écoute, mon gars, » Pierre avait posé son bloc-notes. « Un des serveurs de la maison sort avec ma sœur. La nouvelle se répand vite dans un bâtiment de cette taille. Je voulais juste te dire, pour ce que ça vaut, cette femme a l'air d'être une vraie garce. » J'apprécie. Tu vas bien? J'avais décroché le premier ordre de travail du tableau. Thermostat défectueux au 3e étage, LS. Je vais bien, Pierre. Juste un jour comme un autre. Mais ce n'était pas juste un jour comme un autre, et nous le savions tous les deux. Alors que je traversais les couloirs de service vers les ascenseurs principaux, je sentais le poids des regards curieux. Un agent de sécurité que je connaissais depuis 2 ans trouvait soudain le sol très intéressant. Lorsque je suis passé, 2 femmes du bureau administratif se sont chuchotées à l'oreille, leurs yeux me suivant avec un intérêt à peine dissimulé. L'histoire s'était répandue du jour au lendemain, mutant et grandissant au fur et à mesure des récits, comme toutes les histoires. Je ne pouvais qu'imaginer la version qui circulait dans le bâtiment. L'homme de maintenance qui avait essayé de sortir avec quelqu'un au-dessus de sa condition. Le fou en uniforme de travail qui pensait d'avoir une chance avec une belle femme. L'humiliation publique qui avait diverti des dizaines de riches clients. Je continuais à marcher. J'avais survécu à pire que des potins. La matinée s'était déroulée dans un tourbillon de tâches routinières. J'avais réparé le thermostat, remplacé une section de cloison sèche endommagée dans un débras et répondu à 3 plaintes distinctes concernant des unités de climatisation trop froides. Un travail normal, familier, le genre de travail qui me permettait d'occuper mes mains pendant que mon esprit traitait tout le reste. À 11h30, j'avais pris ma pause déjeuner dans le bureau de maintenance, mangeant le sandwich que j'avais préparé la veille au soir, tout en examinant le programme de l'après-midi. L'événement pour enfants occuperait la majeure partie de l'atrium central du rez-de-chaussée, ce qui signifiait une augmentation du flux de personnes et une plus grande probabilité que quelque chose se casse ou tombe en panne au pire moment possible. J'avais ouvert le logiciel de surveillance des systèmes du bâtiment sur l'ancien ordinateur de bureau que Pierre gardait dans le coin. J'aimais vérifier les relevés périodiquement,
Une habitude née d'années de formation qui mettait l'accent sur la conscience de la situation avant tout. La plupart des jours, les chiffres étaient routiniers. Température dans les plages normales, qualité de l'air stable, charge électrique uniformément répartie. Aujourd'hui, quelque chose avait attiré mon attention. Les relevés de ventilation du dernier étage, et en particulier la section du restaurant, montraient des irrégularités mineures. Le système d'évacuation fonctionnait légèrement en dessous de l'efficacité optimale, et l'un des capteurs de fumée avait signalé une panne intermittente à 3 reprises au cours de la dernière semaine. Individuellement, aucun des deux problèmes ne déclencherait d'alarme. Ensemble, ils formaient un schéma qui m'avait fait dresser les cheveux sur la nuque. J'avais noté d'aller vérifier après avoir récupéré Sophie. L'événement pour enfants était la priorité pour l'instant. Attends, là il faut que j'interrompe un peu mon récit. Ce truc avec le gérant du restaurant et le fait qu'on m'ait éconduit comme ça, franchement, c'était d'un absurde. Je veux dire, on parle de sécurité, de vies humaines, et tout ce qui importe, c'est l'ambiance ou le fait que la rentabilité ne soit pas affectée. C'est ça la vraie humiliation, pas les moqueries de Marie. C'est ce sentiment que tes avertissements ne valent rien parce que tu es juste l'homme de maintenance, celui qui répare les toilettes. On a l'impression d'être dans un film comique où personne n'écoute l'expert qui tente de sauver le monde. Mais la réalité n'a rien de comique. C'est dangereux. C'est ça qui m'a glacé le sang ce jour-là. Pas les paroles d'une femme vexée, mais le mépris général pour la sécurité au nom du profit. Je pense qu'au fond, cette situation m'a rappelé mes années de service. Comme parfois, malgré tous les rapports, les procédures, les alertes, on sentait que les ordres venaient d'en haut, de gens déconnectés du terrain et que ça allait exploser. Et ça explosait toujours. Je ne pouvais pas laisser ça arriver ici. Pas quand Sophie était là. Pas dans mon bâtiment. À 13h15, j'avais pointé ma pause déjeuner et j'avais conduit jusqu'au centre social. Sophie m'attendait à l'entrée, sautillant sur les talons avec une excitation à peine contenue, sa robe violette éclatante sur les marches de béton gris. « Papa !» Elle avait couru vers moi dès que j'étais sorti du camion, m'enlaçant la taille avec toute la force de l'enthousiasme d'une enfant de 7 ans. « Prête pour le grand événement ?» avais-je demandé en la soulevant dans mes bras. « Je vais me faire maquiller en papillon, un papillon violet avec des paillettes. Ça me semble parfait. » Nous étions arrivés de nouveau au centre commercial Bellevue juste avant 14 heures. L'atrium du rez-de-chaussée avait été transformé en un monde merveilleux de couleurs et de bruit, avec des arches de ballons encadrant des stands d'activité, des cabines de maquillage, une petite scène où un magicien installait son équipement et des tables remplies de cupcakes et de jus de fruits. Les rires des enfants résonnaient contre le haut plafond de verre, se mêlant à la musique entraînante diffusée par des haut-parleurs temporaires. J'avais trouvé un banc près du stand de maquillage et j'avais installé Sophie dans la file, qui serpentait déjà autour de 2 piliers de ballon. Elle serrait ma main, tiraillée entre l'excitation et la nervosité qui accompagnait toujours les nouvelles situations. « Tu seras juste là, papa. Je ne vais nulle part, ma puce. Je regarderai tout le temps. » Elle avait souri, ce sourire sans incisive qui rendait tout le reste insignifiant, et s'était tournée pour regarder l'artiste au travail sur l'enfant devant elle. Je m'étais adossé au banc et je m'étais permis de respirer. Le premier signe de problème était survenu à 14h47. Je l'avais remarqué avant tout le monde, mes sens entraînés détectant le léger changement dans le rythme du bâtiment que la plupart des gens n'auraient jamais enregistré. L'air qui sortait des conduits avait changé, portant un léger sous-ton qui n'avait rien à faire dans un espace rempli d'enfants et de cupcakes. C'était à peine perceptible, un murmure de quelque chose d'âcre sous la fadeur habituelle de l'air recyclé des ventilations commerciales. Je m'étais levé lentement, ne voulant pas alarmer Sophie ou les autres enfants à proximité. J'avais marché nonchalamment vers la bouche d'aération la plus proche, faisant semblant de vérifier mon téléphone pendant que mes yeux scrutaient la grille métallique.
Le flux d'air semblait normal, mais mon nez ne mentait pas. Quelque chose n'allait pas quelque part dans le système. J'avais sorti ma radio et j'avais sélectionné la fréquence du bureau de maintenance. Pierre, c'est Julien. Je suis au rez-de-chaussée. Tu vois quelque chose d'inhabituel sur les moniteurs environnementaux? Des grésillements. Puis la voix de Pierre. Attends, je vérifie. Un instant plus tard, il était revenu. Je montre un léger pic de température dans le système d'évacuation de la cuisine au dernier étage. Probablement juste le coup de feu du déjeuner. Ces gars du restaurant font tourner leurs équipements à fond. Et le défaut de capteur que j'ai signalé ce matin, le détecteur de fumée dans la zone de cuisine de la maison affiche toujours un signal intermittent. J'ai mis un ordre de travail, mais la direction a dit qu'ils ne voulaient pas que la maintenance rôde dans le restaurant pendant les heures de service. Mauvais pour l'ambiance, apparemment. Ma mâchoire s'était crispée. J'avais déjà entendu cette excuse, la priorisation de l'expérience client sur les protocoles de sécurité. D'après mon expérience, cela se terminait rarement bien. Je vais monter là-haut juste pour jeter un coup d'œil. Julien, tu n'es plus en service et ton gosse n'est pas à l'événement. J'avais regardé Sophie, qui était maintenant troisième dans la file pour le maquillage, bavardant joyeusement avec une fille de son âge portant une tiare de princesse. Elle va bien pour quelques minutes. Je veux juste vérifier le capteur. Fais comme tu veux, mais si la direction se plaint, je leur dirai que c'était ton idée. Je m'étais dirigé vers l'ascenseur de service, mes pas s'accélérant à mesure que le sentiment de malaise dans mon ventre s'intensifiait. Le dernier étage était 17 étages plus haut, accessible soit par les ascenseurs publics de l'atrium principal, soit par l'ascenseur de service qui longeait le cœur du bâtiment. J'avais choisi l'itinéraire de service, passant ma carte magnétique et entrant dans la boîte métallique industrielle qui transportait le personnel de maintenance et l'équipement à l'abri des regards des clients. Le trajet a duré 43 secondes. Quand les portes s'étaient ouvertes, j'avais été immédiatement frappé par l'odeur qui n'était qu'un murmure au rez-de-chaussée. Ici, elle était indubitable. Métal chaud, machinerie surmenée, et en dessous, la plus faible trace de quelque chose qui brûlait. J'avais bougé rapidement à travers le couloir de service, dépassant des débarras et des panneaux électriques, jusqu'à atteindre la porte d'accès qui menait à l'espace derrière la cuisine de la maison. La porte exigeait une clé séparée que seuls les agents de maintenance expérimentés possédaient. J'avais reçu ma copie il y a 2 ans après avoir démontré ma fiabilité et mon expertise. La cuisine était un chaos à peine contenu, un balai de chefs criards, de casseroles qui claquaient et de flammes jaillissant des brûleurs sous des coupes de viande coûteuses. Personne n'avait remarqué l'agent de maintenance se faufilant par l'arrière, vérifiant les jauges et examinant les conduits avec une précision méthodique. Ce que j'avais découvert m'avait glacé le sang. La hotte d'évacuation au-dessus de la station de cuisson principale aspirait à moins de la moitié de sa capacité nominale. De la graisse s'était accumulée le long des conduits intérieurs à un degré qui aurait dû déclencher un nettoyage obligatoire des semaines auparavant. Et le capteur de fumée, celui qui signalait des pannes intermittentes, n'était pas intermittent du tout. Le capteur était mort, son voyant lumineux éteint, sa connexion au système d'alarme incendie du bâtiment complètement coupé. Quelqu'un l'avait désactivé. Que ce soit par négligence ou par action délibérée, je ne pouvais le dire. Mais le résultat était le même. La cuisine était une poudrière attendant une étincelle. J'avais trouvé le gérant de cuisine, un homme affairé, dans une blouse blanche tachée, dont le badge indiquait Georges, supervisant l'assiettage d'une douzaine d'amuse-gueules près du pass. « Excusez-moi, je suis de la maintenance du bâtiment. Nous devons parler de votre système de ventilation. » Georges m'avait à peine regardé. « Pas maintenant. Nous sommes en plein service. Votre hotte d'évacuation fonctionne à moins de 50% de sa capacité. Vos pièges à graisse n'ont pas été nettoyés depuis au moins 1 mois et votre capteur de fumée est totalement hors service. » Cela avait attiré l'attention de Georges. Il s'était retourné, son visage tiré, et s'était rapproché de moi avec la posture agressive d'un homme qui n'appréciait pas qu'on lui dise comment gérer sa cuisine.
Écoutez, mon pote, je ne sais pas qui vous pensez être, mais je dirige des cuisines depuis 20 ans. Tout ici est aux normes. Nous avons passé notre dernière inspection haut la main. Quand a eu lieu cette inspection? Il y a 3 mois. Pas que ce soit vos affaires. Beaucoup de choses peuvent y changer dans 3 mois, surtout lorsque l'équipement n'est pas correctement entretenu. Les yeux de Georges s'étaient plissés. Vous êtes ce type, n'est-ce pas? Celui qui s'est fait larguer à table hier soir. Un sourire cruel s'était répandu sur son visage. Oui, tout le personnel en parle. L'homme de maintenance qui pensait pouvoir jouer dans la cour des grands. Le calme familier s'était posé sur moi. La glace qui se formait dans mes veines lorsque l'émotion devenait un handicap. Ma vie personnelle n'est pas pertinente par rapport aux problèmes de sécurité que je signale. Il n'y a aucun problème de sécurité. Maintenant, sortez de ma cuisine avant que j'appelle la sécurité. Je vais déposer un rapport officiel auprès de la direction du bâtiment. Cette cuisine doit être fermée jusqu'à ce que le système d'évacuation soit réparé et les capteurs remplacés. Georges avait ri, un aboiement rauque qui avait attiré l'attention du personnel voisin. Bonne chance avec ça. Vous pensez que la direction va fermer le restaurant le plus rentable du bâtiment sur la parole d'un type qui répare les toilettes? Soyez réaliste. Il m'avait tourné le dos, me renvoyant complètement. J'étais resté là un instant, calculant mes options. Je pouvais faire remonter à Pierre, mais Pierre n'avait aucune autorité sur les opérations du restaurant. Je pouvais essayer de joindre la direction du bâtiment directement, mais la gestionnaire immobilière, une femme nommée Isabelle Moreau, était notoirement protectrice de la source de revenus de la maison. Sans preuve immédiate d'un danger imminent, mes avertissements seraient classés et oubliés. J'avais déjà vu ce schéma dans une autre vie. Dans un autre contexte, des avertissements ignorés, des protocoles contournés, l'accumulation lente de petites défaillances qui finissaient par se transformer en catastrophe. Que feriez-vous à ma place? Laisser faire, espérer que ça passe, ou prendre les devants et peut-être risquer mon travail, ma dignité, tout ce que j'avais. J'avais déjà fait le choix de me tenir à l'écart du danger pour Sophie. Mais là, le danger s'était invité chez nous, dans l'endroit où je ramenais ma fille. Je suis retourné au rez-de-chaussée, l'esprit parcourant toutes les éventualités. L'événement pour enfants devait durer jusqu'à 18 heures. Sophie était toujours au stand de maquillage, arborant maintenant un papillon violet élaboré sur ses joues, avec des paillettes qui captaient la lumière comme des diamants dispersés. « Papa, regarde !» Elle avait couru vers moi, tourbillonnant pour montrer l'œuvre d'art. « C'est pas beau? C'est le plus beau papillon que j'ai jamais vu, » avais-je dit, et je le pensais, j'avais vérifié ma montre. 14h58. Le service de l'après-midi à la maison continuerait pendant au moins 2 heures, et le service du dîner reprendrait vers 17 heures. Si quelque chose devait mal tourner, cela se produirait pendant la charge maximale, quand l'équipement de cuisine fonctionnerait à pleine capacité et que le restaurant serait bondé de clients. J'avais pris une décision. Je resterais à proximité. Je surveillerais la situation et si mes instincts s'avéraient corrects, je serais prêt. Sophie, je veux que tu restes ici à l'événement. Ne t'éloigne pas, d'accord? Si tu as besoin de moi, dis à un membre du personnel avec les badges jaunes que ton papa travaille à la maintenance et qu'il doit m'appeler à la radio. Sophie avait hoché la tête solennellement, sentant le changement de ton de son père. Il y a un problème? Je m'étais agenouillé à sa hauteur, croisant son regard avec un calme inébranlable. J'ai juste besoin de surveiller certaines choses dans le bâtiment. C'est mon travail, tu comprends, n'est-ce pas? Tu protèges les gens, avait dit Sophie. C'est ce que tu fais. J'avais souri, mon cœur gonflé de fierté. C'est ça ma puce, c'est exactement ce que je fais. L'incendie a éclaté à 15h22. Plus tard, les enquêteurs reconstitueraient la séquence exacte des événements. Un feu de graisse s'était déclaré sur la ligne de cuisson principale lorsqu'une poêle surchauffée avait enflammé des résidus accumulés
dans la hotte d'évacuation défectueuse. Dans des circonstances normales, le système d'extinction se serait activé en quelques secondes, étouffant les flammes avant qu'elles ne puissent se propager. Mais les capteurs étaient morts par l'alarme silencieuse. Et au moment où quiconque avait réalisé le danger, le feu avait déjà sauté vers les conduits graisseux. Je l'ai senti avant de le voir. Une vibration dans l'air, un subtil changement de pression qui m'avait fait bourdonner les oreilles. Puis les cris avaient commencé. Pas du rez-de-chaussée, pas encore, mais de quelque part au-dessus. Le son s'était filtré à travers l'architecture ouverte de l'atrium, aigu et terrifié, se mêlant au crépitement soudain et menaçant du système de diffusion d'urgence du bâtiment, qui tentait de s'activer sans succès. Puis la fumée était arrivée. Elle avait jailli des grilles de ventilation comme de l'eau d'un barrage rompu, épaisse et grise, et portant l'odeur indubitable de graisse brûlée. L'effet sur l'atrium bondé avait été immédiat et dévastateur. Les parents avaient attrapé leurs enfants. Les membres du personnel avaient crié des instructions contradictoires. L'événement pour enfants soigneusement orchestré s'était dissous dans le chaos en quelques secondes. J'étais déjà en mouvement. J'avais sprinté vers Sophie, la soulevant d'un mouvement fluide et pressant son visage contre mon épaule. « Couvre ton nez et ta bouche avec tes mains, ma puce, ne respire pas profondément. »« Papa, qu'est-ce qui se passe? »« Il y a un incendie à l'étage. Il faut faire sortir les gens. Mais d'abord, il faut te mettre en sécurité. » Mon esprit cartographiait la disposition du bâtiment dans une visualisation rapide et tridimensionnelle. Les sorties principales étaient déjà encombrées de foules paniquées. Les cages d'escalier d'urgence des côtés est et ouest seraient les principales voies d'évacuation. Mais si l'incendie se propageait par le système de ventilation, ces couloirs pourraient devenir des pièges mortels. J'avais pris une décision en une fraction de seconde. J'avais porté Sophie jusqu'au couloir de maintenance derrière le bureau de sécurité, un chemin que je savais libre parce que presque personne d'autre ne savait qu'il existait. J'avais passé ma carte magnétique et poussé la lourde porte, entrant dans l'espace frais et sombre qui longeait les zones publiques. « Écoute-moi attentivement », avais-je dit en déposant Sophie dans un petit placard de rangement près de la salle de pause des employés. « Tu vas rester ici. Cette pièce est sûre. Les murs sont en béton et l'air provient d'un système séparé. Je vais fermer la porte et tu ne l'ouvriras à personne d'autre qu'à moi. Tu comprends? » Des larmes coulaient sur le visage de Sophie, traçant des sillons à travers les paillettes de son maquillage de papillon. « Ne me quitte pas, papa. » Mon cœur s'était brisé, mais ma voix était restée ferme. « Je dois aider les gens à l'étage. Il y a des enfants là-haut, Sophie, des enfants d'autres papas. Je ne peux pas les laisser se blesser alors que je sais comment aider. Mais si quelque chose t'arrive... » Je lui avais pris le visage dans mes mains, la regardant droit dans les yeux. « Il ne m'arrivera rien. Je te le promets. J'ai déjà fait ça, ma puce. Il y a longtemps, avant ta naissance, je me suis entraîné pour ce genre de situation. Fais-moi confiance. » Sophie, elle avait reniflé, son petit corps tremblant. « Tu promets que tu reviendras. » « Je promets. » Je l'avais embrassée sur le front, goûtant le sel de ses larmes. Puis j'avais refermé la porte du placard de rangement d'un léger clic. J'avais testé la poignée, m'assurant qu'elle était bien fermée, puis je m'étais retourné et j'avais couru. Le système d'extinction d'incendie du bâtiment aurait dû s'activer à présent, inondant les zones touchées d'eau et de produits ignifuges. Ce n'était pas le cas. J'entendais le hurlement lointain des camions de pompiers qui approchaient. Mais ils étaient encore à plusieurs minutes, et des minutes, c'étaient des vies quand la fumée emplissait un immeuble de 17 étages. J'avais atteint l'ascenseur de service et l'avais trouvé bloqué. Les protocoles d'urgence se déclenchaient enfin pour empêcher la propagation du feu par la cage d'ascenseur. Bon pour le confinement. Mauvais pour atteindre les personnes piégées au-dessus. J'avais pris les escaliers. J'avais gravi 17 étages en moins de 4 minutes. Mes poumons brûlaient, mes jambes criaient. La vieille formation s'affirmant par la mémoire musculaire et la pure force de volonté. Plus je montais,
Plus la fumée devenait épaisse jusqu'à ce que je ne navigue plus qu'au toucher et à la mémoire. Ma chemise remontait sur mon nez et ma bouche comme un filtre improvisé. Le dernier étage était le chaos. Les lumières d'urgence clignotaient dans le brouillard, projetant des ombres stroboscopiques sur des murs qui semblaient respirer avec le mouvement de la fumée. Les portes coupe-feu qui auraient dû isoler la maison du reste de l'étage avaient cédé, leurs serrures électroniques gelées en position ouverte par la même défaillance du système qui avait désactivé les capteurs de fumée. À travers la brume, je voyais des formes, des gens trébuchant, pleurant, rampant à quatre pattes, essayant de trouver de l'air respirable. Et quelque part dans ce cauchemar, le son d'un enfant qui criait. Je m'étais avancé dans la fumée. Il n'y avait pas de direction ici, pas de système fonctionnel, personne aux commandes. Il n'y avait que moi. L'enfant qui criait était près de la cage d'escalier de secours. Un garçon pas plus vieux que 5 ans, séparé de ses parents dans le chaos. Je l'avais trouvé accroupi sous un banc décoratif, son petit corps tremblant de sanglots, ses poumons se remplissant de fumée qui le tuerait bien avant que les flammes ne puissent jamais le faire. J'avais fléchi les genoux et j'avais serré le garçon dans mes bras. Je te tiens, ferme les yeux et serre fort. Je m'étais déplacé à travers la fumée avec la précision de quelqu'un qui avait navigué dans des conditions bien pires. Ma carte mentale du bâtiment guidait chacun de mes pas, m'éloignant des zones de ventilation compromises vers des poches d'air plus pures. Le garçon s'accrochait à mon cou, le visage enfoui contre mon épaule. L'escalier ouest était massible, contrairement au côté est qui passait directement devant la cuisine du restaurant. L'escalier ouest était séparé de l'origine de l'incendie par des murs en béton et des portes coupe-feu en acier. Si ces portes fonctionnaient, la cage d'escalier serait toujours dégagée. J'avais atteint le point d'accès et j'avais ressenti une bouffée de soulagement. La porte était fermée, la lumière d'urgence au-dessus brillait d'un vert stable. J'avais poussé et j'avais été accueilli par de l'air respirable. La fumée contenue par la compartimentation du bâtiment faisait enfin son travail. J'avais porté le garçon sur 3 étages avant de rencontrer un groupe de pompiers montant d'en bas. « Il y a un enfant ici », avais-je dit, transférant le garçon au pompier le plus proche. Inhalation de fumée, mais il est conscient. Il y a plus de monde piégé au 17e. Les portes coupe-feu du côté et ont cédé. Les serrures électroniques sont restées ouvertes. Le pompier m'avait étudié avec des yeux vifs, observant l'uniforme de maintenance, le visage maculé de suie, l'autorité calme dans ma voix. « Qui êtes-vous? » « Maintenance du bâtiment. Je connais tous les systèmes de cette structure. L'extinction principale a échoué parce que le réseau de capteurs de la cuisine du restaurant a été désactivé. Vous devez activer manuellement le système de secours depuis le local technique au 16e. Montrez-nous. » Je les avais conduits en remontant, mes poumons protestaient, mais mes jambes toujours solides. Le local technique était accessible par un couloir de service parallèle au couloir principal, un chemin qui nous tenait à l'écart du pire de la fumée. À l'intérieur, je m'étais dirigé vers le panneau de contrôle de l'extinction d'incendie et j'avais commencé la séquence de commandes manuelles. Cela inondera le 17e étage de produits extincteurs, avais-je expliqué alors que mes doigts bougeaient sur les interrupteurs et les vannes. Cela aurait dû se produire automatiquement. Quelqu'un a déconnecté le relais de déclenchement. Le chef des pompiers, une femme avec les barrettes de capitaine sur son casque, m'avait regardé travailler. Militaire, je n'avais pas répondu. J'avais terminé la séquence et m'étais reculé, alors que le système rugissait, pompant des produits chimiques ignifuges à travers le réseau d'urgence du bâtiment. Le 17e étage est en cours de dégagement. Une voix avait crépité à la radio du capitaine. Répétez. Suppression active, nous faisons sortir les gens. J'étais déjà en mouvement vers la porte. Il y a une salle à manger privée à l'arrière du restaurant. Elle a un système de ventilation séparé, ce qui signifie qu'elle pourrait encore avoir de l'air respirable,
Mais cela signifie aussi que toute personne à l'intérieur pourrait ne pas réaliser à quel point les choses sont graves dans la zone principale. Quelqu'un doit la vérifier. Nous nous en occupons, avait dit le capitaine. Non. Ma voix avait porté une note qui l'avait arrêté net. Je sais exactement où elle se trouve. Je peux y arriver plus vite. Je n'avais pas attendu la permission. La salle à manger privée était située derrière la zone de siège principale de la maison, accessible par une porte déguisée pour ressembler à une partie du panneau mural décoratif. J'avais entretenu son unité de climatisation dédiée 2 fois au cours de l'année écoulée. Je savais que la pièce était souvent utilisée par des invités de marque qui appréciaient l'intimité plus que les vues panoramiques offertes par le restaurant principal. La fumée dans la salle à manger principale s'éclaircissait maintenant, le système d'extinction faisant son travail, mais la visibilité était toujours mauvaise et l'air restait dangereux. J'avais relevé ma chemise plus haut sur mon nez et j'avais avancé, naviguant par la mémoire et les lumières d'urgence qui stroboscopiaient à travers le brouillard. J'avais trouvé la porte cachée et l'avais ouverte. À l'intérieur, l'air était plus clair, le système de ventilation séparé ayant protégé le petit espace du pire de la fumée. Mais la pièce n'était pas vide. 3 personnes étaient blotties près du mur du fond. Un couple âgé, la femme agrippant le bras de son mari avec une peur à poings blancs, et debout à part d'eux, sa robe rouge maintenant en désordre, ses cheveux parfaitement coiffés en bataille, son mascara coulant sur ses joues, c'était Marie. Elle avait levé les yeux quand j'étais entré et son expression avait traversé la reconnaissance, le choc, et quelque chose qui aurait pu être de la honte en l'espace d'un seul battement de cœur. « Vous », avait-elle murmuré, « nous devons bouger », avais-je dit, ma voix ne portant aucune émotion, aucune accusation, rien que l'urgence professionnelle. Le système d'extinction est actif, mais l'intégrité structurelle de cette section n'a pas été évaluée. Suivez-moi. Restez bas. Ne parlez pas. L'homme âgé s'était levé avec difficulté, sa respiration laborieuse. Ma femme a de l'asthme. Elle ne supporte pas la fumée. J'avais évalué la situation instantanément. Je la porterai. Vous restez juste derrière moi. Tenez-vous à ma ceinture si vous en avez besoin. J'avais soulevé la femme âgée avec la même facilité que j'avais soulevé Sophie d'innombrables fois, la berçant contre ma poitrine. La femme ne pesait presque rien, ses os fragiles sous une peau parcheminée. Et moi, la voix de Marie s'était brisée de peur. J'avais croisé son regard. Tout ce qu'elle avait vu dans mes yeux l'avait fait reculer, mais mes mots étaient mesurés et calmes. Restez derrière Monsieur et Madame Dubois. L'homme âgé avait précisé. Restez derrière les Dubois. Gardez votre main sur l'épaule de Monsieur Dubois. Bougez quand nous bougeons. Arrêtez quand nous arrêtons. Nous allons sortir d'ici ensemble. Ils avaient bougé comme une unité. Moi ouvrant la voie à travers la fumée qui s'éclaircissait. Mon fardeau sécurisé contre ma poitrine. La respiration de Madame Dubois était superficielle mais régulière. Derrière moi, j'entendais les pas traînants de Monsieur Dubois et les plaintes effrayées de Marie. Le trajet jusqu'à l'escalier ouest a pris 4 minutes. Cela m'a semblé 4 heures. Quand ils étaient apparus au rez-de-chaussée, les ambulanciers s'étaient précipités pour prendre Madame Dubois de mes bras. Monsieur Dubois s'était effondré sur une civière qui l'attendait, sa main cherchant toujours celle de sa femme. Et Marie était restée figée, fixant l'homme en uniforme de maintenance qui venait de lui sauver la vie. Les lendemains de crise ont toujours cette qualité étrange de temps suspendu. J'étais debout devant l'entrée principale du Bellevue, observant les pompiers et les ambulanciers se déplacer avec une efficacité rodée, mes poumons douloureux et mon corps enregistrant enfin l'épuisement que j'avais réprimé par pure volonté. L'incendie était maîtrisé. 47 personnes avaient été évacuées des 3 derniers étages. 12 avaient nécessité un traitement pour inhalation de fumée. Aucune n'était critique. Personne n'était mort. J'avais déjà échappé aux pompiers qui voulaient me questionner davantage. Ma seule pensée était concentrée sur le placard de rangement au sous-sol où ma fille m'attendait.
J'étais à mi-chemin de l'entrée de service quand une voix m'a arrêté. Vous, là, la maintenance. Je me suis retourné pour trouver l'homme aux cheveux argentés du restaurant de la veille au soir. Celui que Marie avait embrassé sur la joue en partant. De près, son allure était indubitable. Le dos droit, les épaules carrées, la façon dont ses yeux évaluaient les menaces et les atouts d'un seul coup d'œil. C'était un homme qui avait commandé des soldats. Monsieur, avais-je dit, le mot venant automatiquement. L'homme s'était approché, son coûteux costume gris anthracite maintenant couvert de cendres, ses traits distingués figés dans une expression que je ne pouvais pas lire. Mon nom est colonel Robert Lévesque à la retraite. Cette femme que vous venez de sortir du bâtiment est ma femme depuis 43 ans. La plus jeune est ma fille. Je n'avais rien dit. Le colonel Lévesque m'avait étudié avec le regard pénétrant de quelqu'un qui avait passé des décennies à évaluer les hommes sous pression. Les pompiers m'ont dit ce que vous avez fait. La commande manuelle, le réseau de capteurs, le chemin à travers les couloirs de service. Sa voix s'était faite plus grave. Ils m'ont aussi dit que vous vous êtes déplacé dans cette fumée comme quelqu'un qui l'avait déjà fait, comme quelqu'un avec une formation qui va bien au-delà de la réparation des climatiseurs. Je faisais juste mon travail, monsieur. Non. La voix du colonel portait une certitude absolue. Vous faisiez ce pourquoi vous avez été entraîné, ce pourquoi vous êtes né. Il avait fait un pas de plus. Quelle unité! La question avait plané dans l'air enfumé entre nous. J'ai senti le poids des années s'abattre, les souvenirs que j'avais enfouis remontant à la surface. 3e bataillon de Rangers, avais-je dit doucement. 8 ans, 3 déploiements. Le colonel Lévesque avait hoché la tête lentement, comme si j'avais confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Puis, avec une formalité qui semblait transformer le chaos autour d'eux en quelque chose de sacré, le colonel avait reculé, s'était mis au garde-à-vous et avait levé sa main droite dans un salut militaire impeccable. « Sergent Dubois », avait-il dit, sa voix portant à travers le trottoir bondé. « Merci d'avoir sauvé ma famille. » J'avais senti quelque chose bouger dans ma poitrine. J'avais rendu le salut avec la mémoire musculaire de 1000 répétitions, ma forme parfaite malgré les années écoulées depuis que j'avais porté l'uniforme pour la dernière fois. Autour de nous, des gens s'étaient arrêtés pour regarder. Pompiers, ambulanciers, évacués enveloppés dans des couvertures de survie. Et se tenant à l'écart de tous, Marie, le visage pâle, les yeux écarquillés d'une compréhension naissante qui semblait lui arracher tout ce qu'elle pensait savoir. Le colonel avait baissé la main. Tout ce dont vous avez besoin, un travail, de l'argent, une recommandation, vous n'avez qu'à demander, et c'est à vous. J'avais baissé ma propre main et secoué la tête. J'apprécie, monsieur, mais j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et qu'est-ce que c'est? J'avais regardé au-delà du colonel, vers l'entrée de service qui menait au sous-sol, au placard de rangement, à la petite fille de 7 ans avec un papillon peint sur le visage, qui attendait que son père tienne sa promesse. Ma fille, avais-je dit, elle m'attend. J'ai trouvé Sophie exactement là où je l'avais laissée, recroquevillée dans le coin du placard de rangement, ses genoux serrés contre sa poitrine et ses yeux fermés. Quand la porte s'est ouverte, elle s'est lancée dans mes bras avec une force qui a failli me faire tomber à la renverse. « Papa !» Elle pleurait, ses larmes imbibant ma chemise tachée de fumée. « Tu es revenu, tu as promis, et tu es revenu. » Je l'ai serré plus fort que je n'avais jamais serré quoi que ce soit dans ma vie. Je reviendrai toujours, Sophie. Toujours. Nous sommes restés ainsi un long moment, père et fille, le chaos du monde retenu par le simple fait de se tenir. Quand Sophie s'est finalement retirée, son maquillage de papillon était étalé et ses yeux étaient rouges. Mais elle souriait. « Tu as sauvé des gens, papa? »« Oui. Je savais que tu le ferais. » Elle l'avait dit avec l'absolue certitude que seuls les enfants possèdent. La foi inébranlable en les parents qui ne l'avaient jamais déçu. Je l'ai porté hors du bâtiment par l'entrée de service, loin des caméras et des foules, et des questions auxquelles je n'avais aucun intérêt à répondre.
Mon pick-up était toujours sur le parking des employés, épargné par le chaos qui avait consumé le reste de la journée. Alors que j'attachais Sophie dans son siège réhausseur, une silhouette s'est approchée des ombres. Marie se tenait à quelques mètres de là, sa robe rouge en ruine, son maquillage détruit, son armure de beauté et de confiance dépouillée pour révéler quelque chose de brut et d'incertain en dessous. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle réussi à articuler. Je l'ai regardé un long moment. J'ai passé au rire dans le restaurant, aux mots cruels, à l'humiliation publique destinée à blesser. J'ai pensé à la peur dans ses yeux quand je l'avais trouvée dans cette salle à manger privée et à la façon dont elle m'avait suivi sans poser de questions à travers la fumée. « Tu n'as rien à dire, » ai-je dit finalement. « Prends soin de toi, Marie. » Je suis monté sur le siège conducteur et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai regardé Marie debout seule sur le parking, devenant plus petite à mesure que je m'éloignais. Sophie est restée silencieuse pendant les premières minutes du trajet, traitant tout à sa manière d'enfant de 7 ans. Puis elle a parlé, sa voix petite mais ferme. « Papa, cette dame de ton rendez-vous, elle était là, n'est-ce que pas? »« Oui. »« Tu l'as sauvée aussi? » J'ai jeté un coup d'œil à ma fille dans le rétroviseur, voyant les yeux de ma femme me regarder, pleins de confiance et d'amour, et de quelque chose qui aurait pu être de la fierté. « Oui, ma puce, je l'ai sauvée aussi. » Sophie a hoché la tête, satisfaite de cette réponse. « C'est parce que tu es une bonne personne, papa. Même quand les gens sont méchants avec toi, tu es toujours bon. » J'ai souri, le premier vrai sourire que j'ai ressenti depuis ce qui semblait une éternité. Je l'ai appris de toi, Sophie. Je l'ai appris de toi. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Ces événements, cette journée ont changé ma façon de voir les choses, mais pas ma valeur. Je pense souvent à Marie, à cette humiliation qui a finalement ouvert les yeux à tout le monde sur ce qui importait vraiment. Et au colonel Lévesque. Ce salut, c'était comme boucler une boucle. Je continue mon travail à la maintenance du Bellevue. Je suis toujours là à veiller sur ce bâtiment et ceux qui le fréquentent. Est-ce que c'était la bonne décision de rester? De continuer cette vie simple? Chaque jour apporte son lot de doutes, ses petites victoires. Mais une chose est sûre, Sophie est là. Et c'est tout ce qui compte. C'est ma vie, pleine de poussière et de promesses tenues, et je ne la changerai pour rien au monde.